Le 22 avril 2025, une attaque terroriste est perpétrée ici, dans la vallée de Baisaran, au Jammu et Cachemire. Elle fait 26 morts, plus d'une vingtaine de blessés, et a remis un coup de projecteur sur des tensions endormies depuis quelques années dans une des zones les plus militarisées du monde. Dans la foulée de cette attaque, on a assisté à une grosse escalade militaire entre deux pays voisins, l'Inde et le Pakistan. Ils se sont tour à tour menés des frappes de missiles et des attaques de drones avec un objectif, dominer le Cachemire. Le Cachemire, c'est cette immense région de plus de 220 000 km² partagée entre trois pays, la Chine, l'Inde et le Pakistan. La zone qui nous intéresse particulièrement, c'est celle-ci, qui englobe le Jammu et Cachemire et l'Azad Cachemire. L'Inde et le Pakistan se la déchirent depuis des décennies, avec l'objectif d'y asseoir une domination, la leur, bien entendu. Mais pour comprendre pourquoi ces deux pays frôlent la guerre à chaque friction, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire ensemble, je vous embarque avec moi afin de tout comprendre à la grande bataille pour le Cachemire. On est en 1940, et à l'époque, la carte de la région ressemble à ça. L'Inde et le Pakistan sont unis sous une même bannière et forment l'Empire des Indes, qui est alors une colonie britannique. Mais tout ça va vite changer. Dans les années qui viennent, les voix de deux hommes s'élèvent. D'un côté celle du Mahatma Gandhi, et de l'autre celle de Muhammad Ali Jinnah. Ils vont tous deux militer pour l'émergence d'États indépendants à quelques nuances près. Gandhi d'abord va défendre corps et âme l'indépendance de l'Inde en s'opposant aux colons britanniques et au passage en changeant pour toujours la contestation politique. En 1942, il lance le mouvement Quit India, une vaste campagne de désobéissance civile qui exigeait une indépendance immédiate. Mais ce mouvement est réprimé par les autorités britanniques et Gandhi est arrêté. Malgré ça, la contestation indienne ne fait que progresser, ce qui va forcer l'Empire britannique à considérer sérieusement l'indépendance de l'Inde. Et c'est là qu'entre en jeu Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah, c'est l'un des leaders de la Ligue musulmane, un parti politique dont le principal combat était la création d'un État indépendant pour les musulmans indiens. À l'époque, Gandhi souhaite voir une Inde indépendante en tant qu'une seule et même nation, unique et unifiée, et donc que hindous et musulmans cohabitent ensemble. La Ligue musulmane, elle, conçoit et dessine le Pakistan, et Muhammad Ali Jinnah devient le porte-parole de la volonté d'indépendance et d'autonomie de la population musulmane indienne. Il défend la création non pas d'une, mais de deux nations, et le clame haut et fort, il y aura soit une Inde divisée, soit une Inde détruite. Le 16 août 1946, Muhammad Ali Jinnah lance un appel, il veut une journée d'action. Mais cet appel va tourner au désastre et marquer le point de départ d'émeutes et de violences entre musulmans et hindous qui vont démarrer à Calcutta, puis s'étendre de longues semaines dans tout l'Empire des Indes. Elles feront plus de 4000 morts, 10 000 blessés et 100 000 sans-abri. Paradoxalement, ces violences terribles vont accélérer le chemin vers l'indépendance. La Grande-Bretagne voit de moins en moins l'intérêt de conserver le contrôle de la région et décide d'entamer des discussions avec les différentes parties pour arriver à une solution qui conviendrait à tout le monde. Une chose est finalement décidée, il y aura bel et bien deux nations, l'Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane. Là où ça va coincer, c'est sur le découpage des frontières entre les deux pays. La personne qui est chargée de s'occuper de tout ça, c'est un avocat britannique du nom de Cyril Radcliffe. Sauf que notre ami, il a jamais mis les pieds dans la région de sa vie, il ne la connaît absolument pas. Et en plus, il doit décider de la découpe des deux pays en seulement 5 semaines. Donc il va expédier ça vite fait, et très mal fait. Le 15 août 1947, la partition des Indes entre en vigueur et acte définitivement la création de l'Inde et du Pakistan. Mais la découpe totalement aléatoire des deux nations, au lieu d'apaiser les tensions, elle va les vivifier. Plus de 10 millions de personnes sont contraints à l'exode. Les hindous se précipitent vers l'Inde, les musulmans vers le Pakistan, et les deux populations se livrent à de véritables massacres en se croisant sur le chemin. Le Pakistan se retrouve coupé en deux, avec d'un côté le Pakistan occidental et de l'autre le Pakistan oriental, qui deviendra en 1971 le Bangladesh. Et surtout, il y a une région qui va poser problème, le Cachemire. En fait, la découpe de l'Inde et du Pakistan s'est faite en fonction de la majorité religieuse dans chaque zone. Là où il y a le plus d'hindous, c'est l'Inde, et là où il y a le plus de musulmans, c'est le Pakistan. Mais le Cachemire a une particularité. Sa population est majoritairement musulmane, mais il est dirigé par Hari Singh, un maharaja hindou. Hari Singh a alors 3 possibilités. Soit il rejoint le Pakistan, soit il rejoint l'Inde,
soit il prend tout le monde à revers et il déclare le Cachemire indépendant. Et bah figurez-vous que Hari Singh ne va pas prendre de décision par lui-même, il va plutôt être contraint d'en prendre une. En octobre 1947, des milices pashtunes venues du nord-ouest du Pakistan s'invitent dans le Cachemire avec l'objectif de le récupérer. Hari Singh prend peur, il n'a pas d'armée, il n'est pas en mesure de se défendre seul. Alors il se tourne vers l'Inde et son nouveau premier ministre Jawaharlal Nehru, à qui il demande de l'aide. Ce dernier accepte à une seule condition, il faut que le Cachemire devienne indien. Hari Singh n'a pas vraiment le choix, il veut sauver sa peau. Donc il signe l'accord intégrant la région à l'Union indienne le 26 octobre 1947. L'armée indienne commence à se déployer, c'est le début de la première guerre du Cachemire. À ce moment-là, 4000 Pashtuns sont donc en train de marcher en direction du Cachemire. Ils attaquent par Muzaffarabad à l'ouest de la région, puis ils sont progressivement rejoints par des musulmans vivant dans le coin et avancent jusqu'à Poonch et Domel, un peu plus à l'est et au sud. 1 millier d'hommes parviennent même jusqu'à Badgam, encore plus à l'est. Mais là-bas, ils se retrouvent face à l'armée indienne, ce qui va donner lieu à la première grande bataille d'un conflit armé qui finira par ne pas progresser, s'enliser et durer presque 2 ans. La première guerre du Cachemire fait plus de 7000 morts et 17 000 blessés. En parallèle, dès le début du conflit, le premier ministre indien Jawaharlal Nehru porte plainte auprès des Nations Unies en dénonçant une invasion pakistanaise. L'ONU, qui se charge de la sécurité internationale et du maintien de la paix, s'empare alors du sujet. Elle impose un cessez-le-feu qui entre en vigueur le 1er janvier 1949 et elle milite pour l'organisation d'un plébiscite, donc d'un référendum, sur la question du rattachement du Cachemire. En attendant son organisation, elle met en place une ligne de contrôle qui divise la région en plusieurs morceaux. Sauf qu'il y a un truc à savoir, c'est que le référendum tant voulu par l'ONU, il aura jamais lieu. Les Nations Unies l'ont simplement recommandé, elles n'étaient pas en mesure de l'imposer, et donc tout est plus ou moins tombé à plat. Il se met alors à ressembler à ça. Une partie devient indienne et prend le nom de Jammu et Cachemire. Une autre devient pakistanaise et réunit l'Azad Cachemire et le Gilgit-Baltistan. Et au passage, la Chine récupère même un petit morceau, parce que pourquoi pas, après tout. En 75 ans, la situation n'a pas vraiment évolué. Le découpage de la zone est resté le même sans qu'aucune solution durable ne soit trouvée. Le Pakistan considère que le Cachemire doit lui revenir, car il est à majorité musulmane. Et comme l'explique le chercheur Jean-Luc Racine au Monde, il se sert du Cachemire pour alimenter son récit national en affirmant que l'Inde opprime les musulmans. L'Inde, de son côté, continue de revendiquer l'intégralité du Cachemire, en vertu de l'accord signé par le Maharaja Hari Singh en 1947. Au fil des décennies, les tensions entre les deux pays refluent à intervalles réguliers. L'Inde et le Pakistan se sont livrés 3 autres guerres pour le Cachemire en 1965, 1971 et 1999. Et depuis, la région est presque constamment le théâtre d'incidents et d'attaques plus ou moins organisés, déclenchés par les deux acteurs de ce conflit. Par exemple, en 1999, un avion de patrouille maritime pakistanais est abattu par l'armée indienne et fait 16 morts. En 2001, un attentat a lieu au siège du Parlement indien à New Delhi et fait 11 morts. Et en 2008, une série d'attaques terroristes à Bombay, plus grande ville d'Inde, font 175 morts et plus de 300 blessés. La zone est devenue l'une des plus militarisées au monde, avec plus de 700 000 hommes déployés. Il y a dans le Cachemire un militaire pour 20 habitants. Et si on en est là aujourd'hui, c'est en partie la volonté d'un homme, Narendra Modi. Narendra Modi, 74 ans, est le premier ministre de l'Inde depuis 2014. Il est né et a grandi dans le Gujarat, une région indienne frontalière du Pakistan. Il est hindou et surtout, il est nationaliste. Narendra Modi est un ardent partisan de l'Hindutva, une idéologie religieuse extrémiste qui va s'infiltrer en politique, notamment grâce au parti du leader indien, le BJP. Là par exemple, c'est lui en train de prier sous l'eau pour honorer la spiritualité et l'histoire de l'Inde. En arrivant au pouvoir, Modi promet une croissance économique qui propulsera l'Inde comme une des nations les plus puissantes au monde. Mais tout ne se passe pas comme prévu, le développement économique du pays n'est pas au niveau des promesses faites. Pour détourner les électeurs de son échec, Modi commence à exalter les sentiments populistes de l'Inde et à prendre des mesures pour transformer progressivement son pays en nation hindoue. Pour y parvenir, il décide de marginaliser les populations non hindoues et en particulier les musulmans. Il fait passer des lois interdisant de se convertir à une autre religion, les noms des personnes musulmanes sont rayés des listes électorales et il durcit l'obtention de la nationalité indienne en y intégrant un critère religieux. Pour servir son narratif politique nationaliste, Narendra Modi va aller encore plus loin. Après tout, quel pays se situe juste à côté de l'Inde, a une population à majorité musulmane et entretient des relations tendues avec son voisin, le Pakistan. Naturellement, Narendra Modi va prendre en main la question du Cachemire et il ne va pas faire les choses à moitié.
Et donc, le 5 août 2019, il acte une décision qui va marquer un tournant majeur dans la région. Narendra Modi révoque le statut d'autonomie de l'État du Jammu et Cachemire. À peu près à ce moment-là, le gouvernement indien diffuse aussi une carte de l'Inde revisitée, dans laquelle la totalité du Cachemire est intégrée au pays. Une carte qui ne plaît pas du tout au Pakistan, mais aussi à la Chine, qui, rappelons-le, a quand même récupéré quelques bouts de la région au fil du temps. L'Inde installe donc sa politique dans le Jammu et Cachemire. Elle coupe par intermittence les liaisons internet et téléphoniques, réprime les médias indépendants et instaure un privilège hindou dans la région, notamment en ce qui concerne l'accès à la propriété et à l'emploi. Et puis, je l'ai déjà dit, l'Inde a aussi considérablement augmenté sa présence militaire dans la zone, ce qui a contribué à alimenter les tensions avec le Pakistan. Depuis, le Cachemire est régulièrement le théâtre d'attaques terroristes pakistanaises, auxquelles l'Inde apporte une réponse militarisée, de plus en plus violente. Mais l'affrontement armé et direct n'est pas la seule option utilisée par les deux pays. Entre l'Inde et le Pakistan, l'eau est une question centrale et même essentielle. Pour bien comprendre son importance majeure, je dois vous parler d'un fleuve, l'Indus. Il prend sa source au Tibet, irrigue beaucoup l'Inde, mais encore davantage le Pakistan. Après la partition des Indes, les deux pays se sont déchirés, et il était vital de parvenir à un accord sur la répartition de l'eau, sous peine de voir la situation basculer définitivement. Et donc, le 19 septembre 1960, le traité des eaux de l'Indus est signé, à l'initiative de la Banque mondiale. Depuis, le Pakistan a le contrôle de l'Indus et de ses affluents ouest, le Chenab et le Jhelum. L'Inde s'occupe elle des trois affluents est, le Beas, le Ravi et le Sutlej. En façade, le Pakistan a donc le contrôle d'environ 70% du fleuve. Le truc, c'est que l'Inde a la main sur ce qui compte le plus au final, l'approvisionnement, les robinets. Les dirigeants indiens savent qu'ils ont l'avantage, et au fil des décennies, ils ont à plusieurs reprises agité la menace d'une suspension de l'accord signé. Heureusement, le traité des eaux de l'Indus n'a jamais été remis en cause. Ou plutôt n'avait jamais été remise en cause. Le 6 mai dernier, Narendra Modi a déclaré ceci. L'eau appartenant à l'Inde s'écoulait jusque-là vers l'extérieur, elle sera désormais stoppée pour servir les intérêts de l'Inde et sera utilisée pour le pays. Le Premier ministre indien a pris une décision inédite et potentiellement historique. Il a coupé l'eau. Les vannes de 2 barrages indiens ont été fermées sur le Chenab, et le niveau de l'Indus a depuis largement diminué. Et c'est une chose qui fait très peur au Pakistan puisque son économie est ultra dépendante de l'eau du fleuve. L'agriculture contribue à 40% du PIB du Pakistan et 80% des terres agricoles dépendent du réseau d'irrigation lié à l'Indus. Couper l'alimentation en eau, ça revient tout simplement à plonger le pays dans une profonde crise économique. Et puis il y a les risques liés au changement climatique que cela engendrerait, puisque le Pakistan est souvent victime de sécheresses importantes et d'inondations dévastatrices. Un blocage de l'eau pourrait décupler les conséquences de ces phénomènes climatiques. Cette guerre de l'eau que mène l'Inde au Pakistan, elle en rajoute encore à l'escalade des tensions, qui atteignent un niveau inédit. On observe entre les deux pays des annulations de visas, la fermeture d'espaces aériens, des échanges de tirs à la frontière, des bombardements et des frappes aériennes. Et l'escalade est telle qu'on craint même une chose, le recours à l'arme nucléaire. Dans le monde, 8 pays disposent officiellement de l'arme nucléaire. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Corée du Nord, l'Inde et le Pakistan. Les deux derniers, nos chers voisins en conflit, possèdent à peu près la même force de frappe. L'Inde dispose de 172 têtes nucléaires, le Pakistan de 170. Les deux pays, qui se sont dotés du nucléaire par crainte l'un de l'autre, ont généralement recours à la dissuasion nucléaire lors de leurs différends. L'Inde a une doctrine, celle du non-usage en premier. Cela veut dire que l'Inde ne se servirait de sa puissance de feu qu'en cas d'agression du même ordre en tant que mécanisme de défense. Le Pakistan, lui, ne dispose pas officiellement de doctrine similaire, et ses réglementations quant à l'usage d'ogives nucléaires sont beaucoup plus floues. Cependant, le pays a bien quelques règles, 4 plus précisément, évoquées par le lieutenant-général Khalid Kidvai en 2002. Il a expliqué que l'usage de l'arme nucléaire est envisageable en cas de destruction d'une grande partie de l'armée pakistanaise, de déstabilisation politique à grande échelle, d'étouffement économique ou d'une perte territoriale importante. Cette dernière règle, elle fait bien évidemment référence au Cachemire. Et les décisions cumulées prises par l'Inde de mettre fin au statut d'indépendance du Jammu et Cachemire et de bloquer une partie de l'approvisionnement en eau du Pakistan, elles peuvent faire craindre le pire. Selon plusieurs scientifiques, une guerre nucléaire entre le Pakistan et l'Inde risquerait de faire entre 50 et 125 millions de morts et aurait un impact environnemental durable sur le monde entier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que grâce à elle, vous aurez compris ou appris les tenants et les aboutissants du conflit entre l'Inde et le Pakistan. Si jamais c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir mon travail. Et puis, vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux,
Instagram et TikTok notamment, sur lesquels je poste régulièrement du contenu qui, je pense, peut vous intéresser.